des triplés sauvent un inconnu après un accident de voiture. Aux urgences, ils murmurent le nom de leur mère. À l'aide, que quelqu'un m'aide. Un cri déchira la rue alors que la fumée envahissait l'air. Un SUV noir gisait écrasé contre un panneau stop, son capot crachant des étincelles. Les voisins se figèrent d'horreur, téléphone à la main, mais les pieds cloués au sol. Cependant, 3 petites silhouettes n'hésitèrent pas. Malik, Maya et Mika, des triplés de 7 ans au cœur plus grand que nature, furent les premiers à courir vers l'épave. Quelques instants plus tôt, les enfants rentraient chez eux, briques de jus de fruits à la main, lorsque le SUV avait déboulé au coin de la rue dans un crissement de pneus. Bam! Il percuta le panneau et se renversa sur le flanc. Du verre joncha la chaussée. Les triplés regardèrent avec effroi la fumée commencer à s'élever. L'instinct prit le dessus. Malik lâcha son jus et s'élança. « Il y a quelqu'un à l'intérieur !» cria-t-il en martelant la vitre. L'homme au volant était affalé vers l'avant, le front strié de sang. L'odeur de l'essence étouffait l'air. Les yeux de Maya scrutèrent les alentours. Elle saisit une pierre et brisa la vitre de ses mains tremblantes. Des éclats entaillèrent ses paumes, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se pencha à l'intérieur, tirant désespérément sur le bras de l'homme. « Mika, glisse-toi dedans » ordonna Malik. Son frère n'hésita pas. Il se faufila à travers la fenêtre brisée, ses petits doigts s'activant sur la ceinture de sécurité. « C'est coincé !» s'écria-t-il, la voix aiguë de panique. Malik jeta tout son poids contre la porte bloquée tandis que Maya tirait. Dans un dernier déclic sec, la boucle céda. Ensemble, les 3 enfants traînèrent l'inconnu à travers le verre brisé, reculant en trébuchant juste au moment où les flammes léchaient le capot. L'homme gémit faiblement, sa tête roulant d'un côté à l'autre. « Restez avec nous, monsieur. » Ne fermez pas les yeux, supplia Maya, les larmes rayant ses joues. Malik se retourna, foudroyant du regard la foule d'adultes restés figés. « Appelez le 911 !» hurla-t-il à nouveau. Finalement, des sirènes retentirent au loin. Des lumières rouges inondèrent la rue alors que les ambulanciers affluaient. Les enfants reculèrent, le cœur battant, tandis que l'inconnu était hissé sur une civière. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, superficiellement. Ses lèvres bougèrent, gercées et sèches. Les triplés se penchèrent, désireux d'entendre. Et puis, d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure, un seul mot s'échappa. « Naomi ?» Les triplés se figèrent. Naomi était le nom de leur mère. Avant qu'ils ne puissent poser la moindre question, l'homme perdit connaissance alors que les portes de l'ambulance claquaient. Les pneus crissèrent et, en quelques secondes, il était parti. Les enfants restèrent au milieu du verre brisé, les jus de fruits oubliés, la peur dans les yeux. Maya saisit les mains de ses frères. « Vous avez entendu ça ?» Il a dit le nom de maman. Malik déglutit difficilement. « Comment la connaît-il » La petite voix de Mika tremblait. « Et si ? Et s'il savait quelque chose sur nous ?» Il ne le savait pas encore, mais l'accident n'était que le début. Ce nom murmuré allait dévoiler des secrets enfouis depuis 7 longues années. Rien dans leur monde ne serait plus jamais pareil. Les portes des urgences s'ouvrirent avec fracas et l'inconnu fut précipité à l'intérieur. Le sang maculait la civière, les moniteurs hurlaient et les infirmières criaient des codes que les enfants de Naomi pouvaient à peine comprendre. Malik, Maya et Mika pressèrent leurs petits visages contre la vitre, refusant de partir avant de savoir ce qui s'était passé. « Dégagez le couloir !» aboya un médecin, les forçant à reculer. Mais les triplés ne bougèrent pas. Comment le pouvaient-ils ? L'homme à l'intérieur avait prononcé le nom de leur mère. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Enfin, une infirmière émergea en secouant la tête. Il est dans un état critique, mais stable pour l'instant. Les enfants s'agrippèrent les uns aux autres, frissonnant sous la froide lumière fluorescente. Malik rassembla son courage pour demander. « Mademoiselle, qu'est-ce qu'il a dit ? Dans l'ambulance ?» L'infirmière fronça les sourcils. Il a seulement murmuré un mot, un nom. Naomi. Maya halta, Mika serra fort sa main. Ils n'avaient pas besoin d'en entendre davantage, c'était le nom de leur maman. Quelques instants plus tard, les portes automatiques s'ouvrirent à nouveau, et elle était là. Naomi. Leur mère, portant encore sa blouse d'infirmière de son service à la clinique communautaire, les yeux écarquillés en apercevant ses enfants blottis dans un coin.
Qu'est-ce que vous faites tous ici? Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison? Sa voix se brisait entre colère et peur. Maman, chuchota Maya, c'est lui. L'homme là-dedans, il a dit ton nom. Naomi se figea, le souffle coupé. Lentement, elle tourna la tête vers les portes des soins intensifs. À travers l'étroite fenêtre, elle aperçut l'homme allongé sur le lit, la poitrine se soulevant sous les tubes et les fils. Pendant une seconde, tout son corps se raidit comme si elle avait vu un fantôme. Les enfants, dit-elle, la voix tremblante. Allez attendre dehors, maintenant. Mais maman. Maintenant. Claqua-t-elle, plus durement qu'elle ne leur avait jamais parlé. Ses yeux brillaient de larmes retenues, et les triplés savaient qu'il ne fallait pas discuter. Dehors, ils s'assirent sur les marches, silencieux sous la lueur rouge de l'enseigne de l'hôpital. Malik serra les poings. Elle le connaît. J'ai vu son visage. Maya hocha la tête. Elle avait l'air effrayée. Mika chuchota. Pourquoi elle nous le cache? Lorsque Naomi sortit enfin, son expression était calme, trop calme. Elle attira ses enfants contre elle et embrassa leur front. Écoutez-moi. Cet homme, ce n'est personne, vous m'entendez? Juste un inconnu. Oubliez ce qu'il a dit. Mais les triplés échangèrent un regard secret. Ils n'avaient jamais vu leur mère trembler ainsi, et ils savaient, au fond d'eux, que ce que Naomi cachait était plus grand que n'importe quelle histoire qu'elle leur avait jamais racontée. Plus tard cette nuit-là, quand la maison fut calme, Maya se faufila dans la chambre de sa mère. Dans le tiroir du bas, sous des pulls pliés, elle la trouva, une photographie délavée. Naomi, des années plus jeune, souriant avec ce même homme qu'ils avaient sorti du SUV en flammes. Son cœur battait la chamade, elle fourra la photo sous son oreiller. Maman nous ment, chuchota Maya dans l'obscurité. Et pour la première fois, les triplés comprirent. L'accident de voiture n'avait pas seulement fait entrer un inconnu dans leur vie, il avait traîné le passé de leur mère directement dans leur salon. Maman, c'est qui? La voix de Malik trancha le silence tendu du dîner. Les fourchettes cliquetèrent contre les assiettes, mais personne ne mangeait. Les yeux des triplés étaient fixés sur Naomi, leur mère, assise, raide sur sa chaise. La main de Naomi trembla alors qu'elle posait sa fourchette. Ce n'est personne, chuchota-t-elle, trop vite, trop sèchement. Juste un homme qui a été blessé, c'est tout. Mais il a dit ton nom, insista Maya, ses petits sourcils froncés. Pas n'importe quel nom, ton nom. Pourquoi un inconnu ferait-il ça? Les yeux de Naomi lancèrent des éclairs. Pendant une seconde, la peur et le chagrin vacillèrent dans son regard, puis elle baissa les yeux vers son assiette. Les enfants, arrêtez de poser des questions qui ne vous concernent pas. Sa voix était ferme, mais ses mains la trahissaient. Malik remarqua la façon dont ses doigts se crispaient sur sa serviette, la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait trop vite. Elle mentait, il le savait. Après le dîner, Naomi ramassa la vaisselle et disparut dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Les enfants s'assirent dans le salon, chuchotant avec ferveur. Elle cache quelque chose, marmonna Malik. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme, ajouta Maya. Mika se mordilla la lèvre. Peut-être qu'il est dangereux. Mais Maya secoua la tête. Non, il n'était pas dangereux, il avait peur. Et maman. Maman avait peur aussi. Plus tard cette nuit-là, pendant que Naomi prenait sa douche, Maya entra sur la pointe des pieds dans la chambre de sa mère. Ses petites mains fouillèrent les tiroirs, cherchant des réponses. Tout au fond, sous une pile de vieux pulls, elle la trouva. Une photographie. Son souffle se coupa. Sur l'image délavée, Naomi paraissait plus jeune, radieuse. Son sourire était large et insouciant. Et à côté d'elle, son bras autour de sa taille, se tenait le même homme qu'ils avaient sorti du SUV. Le même homme qui gisait maintenant dans un lit d'hôpital. Le cœur de Maya s'emballa alors qu'elle fourrait la photo dans sa poche. Elle avait une preuve. Lorsque Naomi revint, une serviette enroulée autour des épaules, elle remarqua le tiroir de la commode légèrement ouvert. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que vous faisiez ici ?» Maya se figea. Malik s'avança rapidement, la couvrant. On cherchait juste la vieille Bible de maman. Naomi soupira, mais sa voix se durcit. Écoutez-moi, tous les trois. N'allez pas fouiller dans mon passé. Certaines choses valent mieux rester enterrées. Vous me comprenez?
Les triplés hochèrent lentement la tête, mais à l'intérieur, leur cœur brûlait de défiance. Cette nuit-là, quand Naomi s'endormit, les trois se blottirent ensemble dans leur chambre commune. Malik serra le poing. Elle ment. Cet homme signifie quelque chose. Maya sortit la photographie de sa poche et la tint dans la lueur d'une veilleuse. Elle le connaissait, chuchota-t-elle. Elle l'aimait. Mika déglutit difficilement, la voix tremblante. Alors pourquoi elle ne nous l'a pas dit? Personne n'avait la réponse, mais une chose était certaine. Quel que soit le secret que Naomi cachait, les triplés n'allaient pas s'arrêter avant d'avoir découvert la vérité. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient au rythme régulier des machines, des pas et des voix murmurées. Derrière une porte close, l'homme que les triplés avaient sorti de l'épave gisait silencieux, des fils et des tubes le reliant à la vie. Les médecins l'appelaient un miracle. Son cœur s'était arrêté une fois pendant l'opération, mais d'une manière ou d'une autre, il était revenu. Les infirmières chuchotaient à propos de sa force, de l'étrangeté du fait que, dans son état inconscient, il continuait de répéter le même nom. Le nom de Naomi. Pendant des jours, elle évita l'hôpital, prétextant le travail et des courses. Mais ses enfants ne pouvaient pas chasser le souvenir de son visage meurtri, ou la façon dont il avait parlé comme s'ils connaissaient leur mère. La curiosité les rongeait jusqu'à ce que Malik, audacieux comme toujours, prit une décision. On y va, dit-il, debout au milieu de leur chambre avec détermination. À l'hôpital, demanda Mika, la voix chevrotante. Oui, répondit fermement Malik. On l'a sauvé. On mérite de connaître la vérité. Maya serra plus fort la photographie cachée. Chaque nuit depuis qu'elle l'avait trouvée, elle la regardait sous les couvertures, le sourire de sa mère figé dans le temps aux côtés de l'homme qui luttait maintenant pour sa vie. Si on y va, chuchota-t-elle, on doit être prudent. Maman ne doit pas savoir. Le lendemain après-midi, pendant que Naomi travaillait tard, les triplés sautèrent leur arrêt habituel au terrain de jeu et marchèrent le long de la route jusqu'à l'hôpital. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle, l'odeur d'antiseptique les envahissant alors qu'ils se glissaient discrètement à l'intérieur. Ils errèrent dans les couloirs étincelants, trop petits pour être remarqués, jusqu'à ce qu'ils atteignent les soins intensifs. Malik jeta un coup d'œil au coin du couloir. Une infirmière venait de s'éloigner du bureau. Le moment était parfait. Venez, siffla-t-il, et les trois s'élancèrent dans la pièce faiblement éclairée. Il était là, l'homme de l'accident. Son corps gisait immobile, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier du respirateur. Sa peau était pâle sous les lumières fluorescentes, son visage couvert d'échymoses et de bandages. Les enfants restèrent figés, soudain incertains. Ce fut Mika qui rompit le silence. Il n'a pas l'air effrayant, chuchota-t-il doucement. Il a l'air triste. Maya s'approcha du lit, sa petite main planant juste au-dessus de la sienne. Elle ne le toucha pas encore. Sa voix était un murmure. Qui es-tu? Pourquoi connais-tu notre maman? Comme si ces mots l'atteignaient à travers le brouillard, l'homme remua, ses paupières papillonnèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant avec effort. Lentement, son regard se tourna vers Maya. Pendant un instant, ce fut comme s'il ne la voyait pas du tout. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un d'il y a longtemps. Tasha, murmura-t-il, confondant son nom avec un autre. Des larmes montèrent à ses yeux, sa main tressaillit faiblement contre les draps. Le souffle de Maya se coupa. Non, c'est Maya, dit-elle rapidement, mais l'homme ne sembla pas entendre. Ses lèvres tremblèrent, sa voix se brisant. Naomi, chuchota-t-il, ses mots faibles mais clairs cette fois. Naomi, pardonne-moi. La pièce devint immobile. Les triplés se regardèrent, le cœur battant à tout rompre. Pardonner? Que voulait-il dire? Lui pardonner quoi? Les poings de Malik se serrèrent. Il la connaît, marmonna-t-il dans sa barbe. Il connaît maman. Ce n'est pas un étranger. Mika tira sur sa manche. Et si c'était notre? Mais avant qu'il ne puisse finir, la porte s'ouvrit brusquement. Une infirmière se figea dans l'encadrement, les yeux écarquillés de choc. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? Siffla-t-elle en se précipitant. Vous ne pouvez pas être dans cette chambre. Malik tenta de s'expliquer. On voulait juste. Pas d'excuses. Claqua l'infirmière en les poussant vers le couloir. C'est dangereux. Si votre mère l'apprend.
Mais elle s'arrêta, se mordant la lèvre. Attendez une minute. Vous êtes les enfants de Naomi, n'est-ce pas? Les triplés se figèrent, leurs yeux s'agrandissant à l'unisson. Comment connaissait-elle leur mère? L'infirmière soupira en secouant la tête. Je dois appeler votre maman. Elle va régler ça. L'estomac de Maya se noua. Si Naomi découvrait qu'ils avaient été ici, agissant dans son dos, il y aurait des conséquences. Mais même alors que l'infirmière marchait vers le téléphone, Maya ne pouvait s'empêcher de rejouer les mots brisés de l'homme dans sa tête. Naomi, pardonne-moi. Lui pardonner quoi? Et pourquoi sonnait-il comme un homme portant un fardeau bien plus lourd que des os brisés? Alors que les triplés étaient traînés hors des soins intensifs, leur cœur battait de questions. Le secret sur lequel ils avaient trébuché était plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et ils étaient sur le point de découvrir que le passé de leur mère n'était pas juste une histoire cachée dans de vieilles photographies. Il était vivant, respirant, allongé dans un lit d'hôpital, attendant de changer leur vie pour toujours. La cour de récréation bourdonnait avant même que la première cloche ne sonne. Les enfants se blottissaient en cercle, chuchotant, pointant du doigt, les yeux écarquillés de curiosité. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. 3 enfants de 7 ans tirant un homme adulte d'un SUV en flammes. Les enseignants en avaient chuchoté dans la salle des profs. Les parents à l'église avaient secoué la tête avec admiration. Et maintenant, toute l'école connaissait les noms des héros. Ce sont eux. Cria une fille en pointant du doigt alors que Malik, Maya et Mika franchissaient le portail de l'école. Les triplés qui ont sauvé cet homme. En quelques secondes, les enfants furent encerclés. Des mains se tendaient pour les toucher. Les questions volaient comme des flèches. C'était comment? Y avait-il du sang? Est-ce qu'il est mort? Vous êtes célèbre maintenant? Malik bombait le torse, une fierté vacillant sur son visage. On a juste fait ce qu'on avait à faire, dit-il froidement, mais à l'intérieur, son cœur gonflait. Maya essayait de sourire, mais l'attention la rendait nerveuse. Mika traînait des pieds, marmonnant, on l'a juste aidé, c'est tout. Pendant un moment, ils se sentirent comme des célébrités, mais vint ensuite les ombres, les voix qui ne sonnaient pas comme des louanges. Des héros sans père, ricana un garçon au fond de la foule. C'était de Shaun, la plus grande gueule du CE1. Il croisa les bras, les yeux perçants de cruauté. Vous jouez les sauveurs, mais tout le monde sait que votre papa est parti. Cet homme s'est probablement enfui aussi. C'est peut-être pour ça qu'il a dit le nom de votre maman. Elle ramasse les chiens errants. Les mots tranchèrent comme un couteau. La foule haleta, certains enfants gloussant nerveusement, d'autres se détournant dans un silence gêné. Les poings de Malik se serrèrent instantanément. Les yeux de Maya brûlèrent de larmes, mais elle les retint. Mika, le doux et silencieux Mika, craqua soudainement. Ferme-la! Cria-t-il, la voix tremblante de rage. Ne parle pas de notre maman comme ça. De Shaun eut un sourire narquois. Ou sinon quoi? Et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, Mika se jeta sur lui, ses petits poings volant sauvagement, prenant de Shaun au dépourvu. Les deux roulèrent au sol, la poussière s'élevant, les enfants criant alors que la bagarre éclatait. Malik intervint, essayant de tirer son frère. Maya criait pour qu'ils arrêtent, mais la foule ne faisait que devenir plus bruyante. Les enseignants se précipitèrent, séparant les garçons. La lèvre de Mika saignait, le nez de DeShaun coulait rouge. La voix de l'enseignant tonna sur le chaos. Mika Johnson. DeShaun Carter. Bureau du directeur, tout de suite. Les triplés s'assirent devant la porte du directeur, la tension lourde dans l'air. Malik faisait les 100 pas, en colère contre l'insulte, en colère contre son frère pour avoir mordu à l'hameçon. Maya serrait fort son cahier, la peur lui tordant l'estomac. Mika était affalé, honteux de son explosion. À l'intérieur, la directrice les réprimanda sévèrement. La violence n'est jamais la réponse, dit-elle, bien que ses yeux s'adoucirent en regardant Mika. Mais je comprends pourquoi tu étais contrarié. Cependant, les règles sont les règles. Vous passerez le reste de la journée en retenue. Les triplés s'assirent ensemble dans la salle de retenue silencieuse, l'horloge tic-tacant lentement au-dessus d'eux. Malik se pencha, chuchotant pour que le surveillant n'entende pas. C'est exactement pour ça qu'on doit garder nos bouches fermées. Si les gens découvrent pour lui, pour l'homme à l'hôpital, ils l'utiliseront contre nous. Mais il est important,
chuchota Maya en retour. Elle sortit la photo délavée de sa poche et la posa doucement sur le bureau. Ce n'est pas juste un inconnu. Il connaissait maman. Il l'aimait. On ne peut pas faire comme s'il ne comptait pas. Mika toucha la photo de ses doigts tremblants. Et si c'était notre père? La mâchoire de Malik se crispa. Alors maman nous a menti toute notre vie. Le poids des mots pesait lourd entre eux. Aucun d'eux ne voulait y croire, mais aucun d'eux ne pouvait l'ignorer non plus. Lorsque la dernière cloche sonna, ils traînèrent les pieds vers la sortie, fatigués et tendus. Mais Naomi était déjà là, sa silhouette se découpant nettement contre la lumière du soleil qui traversait les portes d'entrée. Ses bras étaient croisés, son visage crispé par la fureur. « C'est quoi cette histoire de bagarre » claqua-t-elle dès qu'ils approchèrent. Sa voix était basse, dangereuse. « Et les commérages. Tout le monde dans cette école chuchote mon nom maintenant. » Maya ouvrit la bouche, mais Naomi leva la main. « Non. Pas un mot. Vous comprenez à quel point c'est humiliant? Vous traînez mon nom dans ces rues, laissant les gens parler de moi comme si j'étais. » Elle s'arrêta, secouant la tête. Les triplés restèrent figés. Pour une fois, Malik n'avait pas de mots audacieux. Maya n'avait pas de questions. Mika n'avait pas d'excuses. Ils pouvaient voir la douleur derrière la colère de leur mère, la peur qu'elle essayait si fort de masquer. À partir de maintenant, dit fermement Naomi, vous ne parlez plus de cet homme. Pas à l'école, pas à l'église, nulle part. Vous m'avez comprise? Oui, madame, marmonnèrent-ils à l'unisson. Elle se retourna brusquement, les ramenant à la maison en silence. Mais alors qu'ils la suivaient, les triplés échangèrent des regards. Sa colère ne faisait que prouver ce qu'ils savaient déjà. Ce n'était pas une question de commérage. Ce n'était pas une question de honte. C'était à propos de la vérité que Naomi cachait. Et plus elle essayait de l'enterrer, plus il devenait déterminé à la déterrer. La nuit fut agitée. Naomi resta assise à la table de la cuisine longtemps après que ses enfants furent allés se coucher, fixant une tasse de thé intouchée. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de calmer sa respiration, mais son esprit revenait sans cesse à une image. Darius allongé dans ce lit d'hôpital, brisé mais vivant. Le son de sa voix la hantait. Ce murmure, cette supplique. Naomi, pardonne-moi. Elle ne l'avait pas vu depuis près de 8 ans. Elle avait juré de ne plus jamais prononcer son nom. Et pourtant, il était là, arraché aux ombres de son passé, tirant sur des cicatrices qu'elle pensait avoir enterrées. La porte d'entrée grinça. La meilleure amie de Naomi, tante Rochelle, entra sans frapper. Rochelle était le roc de Naomi depuis le lycée. Langue acérée, grand cœur et intrépide. Elle savait quand quelque chose n'allait pas. Elle pouvait le sentir même depuis l'autre bout du quartier. « Ma fille, dit Rochelle en posant son sac à main. J'ai entendu les nouvelles. Tu essaies de me dire que l'homme que ces bébés ont sorti de cette voiture, c'était lui ?» La tête de Naomi se releva brusquement, les yeux plissés. « Baisse la voix. Les enfants ne peuvent pas savoir. » Rochelle tira une chaise et s'assit en face d'elle. « Naomi, ces enfants ne sont pas bêtes. Ils savent déjà quelque chose. Tu ne peux pas cacher ça éternellement. » Naomi pressa ses paumes contre ses yeux, refoulant ses larmes. « Je ne peux pas Rochelle, je ne peux pas retourner là-bas. J'ai construit toute ma vie sans lui. J'ai élevé mes bébés seul. Il n'a pas le droit de revenir comme ça après toutes ces années. » Rochelle se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « Peut-être que tu leur dois la vérité. Ils ont sauvé la vie de cet homme. Et il a appelé ton nom pour une raison. Pourquoi tu fuis encore ?» La poitrine de Naomi se souleva. Lentement, elle s'affala sur sa chaise, ses yeux perdant leur focus alors que les souvenirs commençaient à la submerger. Flashback, université, il y a 15 ans. Elle avait 19 ans, une étudiante en soins infirmiers travaillant tard à la bibliothèque. Il avait 21 ans, un charmant étudiant en commerce, avec des rêves de construire quelque chose de plus grand que lui. Il s'appelait Darius King. Elle n'avait pas prévu de tomber amoureuse de lui. Il était trop lisse, trop confiant, le genre d'homme dont les filles chuchotaient dans les dortoirs. Mais Darius était différent avec elle. Il l'attendait après les cours. Il portait ses livres. Il écoutait quand elle parlait du décès de sa mère, du poids de s'élever seul puisque son père n'avait jamais été vraiment là. Un soir,
alors qu'il la raccompagnait chez elle, il s'arrêta sous le lampadaire et dit. Naomi, je ne vois personne d'autre quand tu es là. Il n'y a que toi. Son rire avait été nerveux, ses joues rouges, mais quand sa main frôla la sienne, quelque chose dans son cœur murmura oui. Pendant 2 ans, ils furent inséparables. Les rendez-vous d'études se transformèrent en longues promenades. Les longues promenades se transformèrent en promesses murmurées d'éternité. Naomi se sentait en sécurité dans ses bras. Elle le crut quand il dit qu'il serait toujours là. Et puis tout changea. Lorsque Naomi annonça à Darius qu'elle était enceinte, son visage changea. Choc, peur, puis colère. Tu savais que je n'étais pas prêt pour ça. Avait-il crié en faisant les 100 pas dans la pièce. J'ai des projets, Naomi. Je ne peux pas tout jeter pour un gosse. Naomi l'avait supplié de s'asseoir, d'en parler. Mais Darius sortit en trombe cette nuit-là, et il ne revint jamais. Pendant des mois, Naomi essaya de l'appeler. Les lettres restèrent sans réponse. Quand elle se présenta à son appartement, il était vide. Il s'était volatilisé, la laissant avec rien d'autre que la honte et un ventre grandissant. La déception de son père avait été pire que n'importe quelle gifle. Je ne t'avais pas prévenu? Ricana Théil. Ce garçon ne vaut rien. Maintenant, regarde-toi. Naomi avait pleuré jusqu'à se sentir vide. Mais quand les triplés naquirent, elle jura de ne plus jamais verser une larme pour Darius King. Elle élèverait ses bébés elle-même. Elle n'avait besoin de lui. Elle n'avait besoin de personne. Naomi cligna des yeux, s'arrachant au souvenir. Son thé était froid maintenant. Les yeux de Rochelle ne la quittaient pas. Alors c'est ça, demanda doucement Rochelle. Il est parti quand tu lui as parlé des bébés? La gorge de Naomi se serra. Oui, il nous a abandonnés, Rochelle. Et je ne lui pardonnerai jamais pour ça. Jamais. Mais Rochelle inclina la tête, les sourcils froncés. Quelque chose ne colle pas. Naomi la foudroya du regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma fille, Darius n'était pas parfait, mais il t'aimait. N'importe qui pouvait le voir. Un homme ne se réveille pas et ne part pas comme ça. Pas après la façon dont il te regardait. À moins que... Rochelle se pencha plus près, baissant la voix. À moins que quelqu'un ne l'y est obligé. Le cœur de Naomi rata un battement. Elle pensa à son père, ses mots durs, ses regards froids chaque fois que Darius venait. Non, chuchota-t-elle en secouant la tête. N'ose même pas. Ne mets pas ça sur son dos. Mais Rochelle n'était pas convaincue. Naomi, je te connais depuis la moitié de ta vie, et je sais ceci, les secrets ont une façon de pourrir tout ce qu'ils touchent. Peut-être que Darius a sa propre histoire. Peut-être que tu ne connais pas toute la vérité. Les mains de Naomi se crispèrent en poing. Je n'ai pas besoin de son histoire. J'ai vécu la mienne. J'ai élevé 3 bébés sans un homme pour m'aider. C'est toute la vérité dont j'ai besoin. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et les larmes qu'elle avait retenues débordèrent. Rochelle tendit la main à travers la table, serrant fort les mains de son amie. Tu es forte, Naomi. Tu as toujours été forte. Mais la force ne signifie pas porter un mensonge pour toujours. Ces enfants méritent des réponses. Et que tu le veuilles ou non, les réponses sont allongées dans ce lit d'hôpital. Naomi retira ses mains, s'essuyant le visage rapidement, comme si elle pouvait effacer la faiblesse. Non, je ne le laisserai pas revenir. Ni maintenant, ni jamais. Il a fait son choix. Mais alors qu'elle parlait, sa voix tremblait. Parce qu'au fond d'elle, enfouie sous la colère et la blessure, une petite voix chuchotait quelque chose que Naomi ne pouvait pas faire taire. Et si Rochelle avait raison? Et si Darius n'avait jamais choisi de partir? Elle secoua la tête violemment, essayant de noyer cette pensée. Elle ne retournerait pas en arrière. Elle ne pouvait pas. Pourtant, lorsqu'elle se glissa dans son lit cette nuit-là, longtemps après le départ de Rochelle, les mots s'accrochèrent à sa poitrine, comme des chaînes. Et si tu ne connaissais pas toute la vérité, ou Naomi? Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière, alors que ses yeux s'ouvraient pour la première fois depuis l'accident. Les machines bourdonnaient autour de lui, le bip régulier du moniteur cardiaque résonnant dans les soins intensifs. Darius cligna des yeux contre les dures lumières fluorescentes, son corps lourd de douleur. Sa gorge brûlait, mais une pensée traversa le brouillard des médicaments et des blessures.
Il devait la voir. L'infirmière à ses côtés halta, manquant de faire tomber son dossier. Monsieur King, vous êtes réveillé. N'essayez pas de trop parler. Vous avez traversé beaucoup de choses. Mais il n'écouta pas. Naomi? Croassa-t-il, forçant le mot à travers ses lèvres gercées. Où est Naomi? L'infirmière hésita. Vous avez besoin de repos. Je vais lui faire savoir que vous êtes réveillé. Dans l'heure qui suivit, Naomi se tenait juste devant sa chambre, les bras enroulés autour d'elle-même. Son cœur battait la chamade alors qu'elle regardait par la petite fenêtre de la porte. Il était là, vivant, respirant, les yeux ouverts. Pendant 7 ans, elle l'avait imaginé parti, effacé, et pourtant maintenant son visage la regardait à travers la vitre et la distance. Ses genoux faillirent céder. L'infirmière apparut à ses côtés. Il continue de vous demander, encore et encore. Naomi, il veut vous voir. Mais les lèvres de Naomi se pressèrent en une ligne dure. Dites-lui que je ne viendrai pas, chuchota-t-elle. Sa voix tremblait, mais ses yeux étaient d'acier. Il n'a pas le droit de vouloir quoi que ce soit de moi. L'infirmière tenta à nouveau. Peut-être que si vous. Non. La coupa sèchement Naomi. Se détournant, elle marcha dans le couloir, le dos raide, les mains tremblantes. Derrière elle, étouffée par les murs, elle pouvait l'entendre appeler à nouveau. Naomi. Naomi. Le son la déchira, mais elle ne regarda pas en arrière. Le lendemain, les triplés passèrent à l'action. Ils avaient attendu que Naomi parte pour son service, puis chuchotèrent leur plan dans le salon. Il est réveillé maintenant, dit Malik. C'est notre chance. Maya serra la photo contre sa poitrine. On a besoin de réponses. Maman ne nous le dira pas, mais lui, il le pourrait. Mika se mordilla la lèvre nerveusement. Et si maman découvre? Alors on s'en occupera, dit fermement Malik. Mais je dois connaître la vérité. Ils se glissèrent dans l'hôpital, comme des fantômes, retraçant le chemin qu'ils avaient pris auparavant. Malik ouvrait la voie, ses petites épaules carrées de détermination. Ils rampèrent le long du couloir des soins intensifs jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte. Les stores étaient à moitié tirés, mais à travers la fente, ils le virent. Réveillé cette fois, légèrement relevé dans son lit, ses yeux cherchant le plafond comme s'il était perdu. Maya poussa doucement la porte, et les trois entrèrent sur la pointe des pieds. Darius tourna la tête au bruit. Lorsque ses yeux se posèrent sur eux, une lueur de reconnaissance passa sur son visage. « Vous » chuchota-t-il d'une voix rauque. « Les petits, de la voiture. Vous m'avez sauvé. » Les triplés hochèrent la tête, mais leur visage était tendu. Malik s'avança. « On doit te demander quelque chose. Pourquoi as-tu dit le nom de notre maman? Pourquoi la connais-tu? » À cela, le souffle de Darius se coupa, ses yeux s'adoucirent, humides de larmes non versées. « Naomi. C'est votre mère? » Oui, dit prudemment Maya, serrant la photo dans sa poche. Pendant un long moment, Darius ne dit rien. Sa poitrine se soulevait, et sa main tremblait contre les draps. Puis lentement, il ferma les yeux, la voix brisée. Je ne l'ai pas quitté. Je jure devant Dieu que je ne l'ai pas abandonné. Les enfants échangèrent des regards confus. Malik fronça les sourcils. Maman a dit que tu es parti. Elle a dit que tu ne voulais pas de nous. Les yeux de Darius s'ouvrirent brusquement, féroces de douleur. Non, ce n'est pas vrai. Je l'aimais. J'aimais Naomi de tout mon être. Je lui aurais donné le monde. Je n'ai pas choisi de partir. J'y ai été forcé. Mika inclina la tête, sa petite voix hésitante. Forcé? Par qui? Les yeux de Darius se voilèrent, des souvenirs défilant sur son visage. Son père. Il me détestait. Il disait que je n'étais pas assez bien pour elle. Il m'a menacé, m'a poussé dehors, s'est assuré qu'elle n'entende plus jamais parler de moi. J'ai écrit des lettres, appelé, supplié. Mais tout a disparu dans le silence. Je pensais qu'elle me détestait. Le souffle de Maya se coupa. Des lettres. C'était exactement ce qu'ils avaient trouvé. Caché, déchiré, oublié. Elle sentit son estomac se tordre. Les poings de Malik se serrèrent. Il voulait le croire,
mais la voix de sa mère résonnait dans ses oreilles. Il nous a abandonnés. La pièce était épaisse de silence. Finalement, Malik laissa échapper. Si tu l'aimais, pourquoi tu ne t'es pas battu plus fort? Pourquoi tu es resté parti toutes ces années? Le visage de Darius se chiffonna. Parce que je pensais que c'était ce qu'elle voulait. Je pensais qu'elle avait choisi sa famille plutôt que moi. Et le temps que je découvre pour les enfants. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur ses joues. C'était trop tard. J'avais trop honte. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais. Les triplés restèrent figés, leur cœur tiré dans deux directions. D'un côté, il y avait leur mère, forte et certaine, insistant sur le fait qu'il les avait abandonnés. De l'autre, il y avait l'homme devant eux, brisé mais désespéré, jurant qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Maya sortit enfin la photographie de sa poche et la tint en l'air. « Si tu ne l'aimais pas, pourquoi as-tu l'air si heureux ici ?» Darius fixa la photo, le souffle coupé. Il tendit la main avec des doigts tremblants, effleurant l'image délavée du sourire de Naomi. Un sanglot secoua sa poitrine. Parce qu'elle était tout pour moi. La porte s'ouvrit soudainement. L'infirmière d'avant se tenait là, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que je vous ai dit à propos de vous faufiler ici? Vous ne pouvez pas être dans cette chambre. » Elle commença à les faire sortir, mais Malik se retourna pour crier une dernière question. « Est-ce que tu es notre père ?» La pièce devint silencieuse. Les lèvres de Darius s'entr'ouvrirent, sa voix à vif. « Oui, si votre maman me le permet. Oui, je suis votre père. » Les enfants se figèrent, le cœur battant dans leur petite poitrine. L'infirmière les traîna dehors, la voix grondante, mais le seul son qui comptait résonnait encore dans leurs oreilles. Oui. Le soleil de fin d'après-midi plongeait bas sur le quartier, projetant de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Les triplés étaient assis sur les marches du porche, agités, leurs esprits tourbillonnant après ce qu'ils avaient entendu à l'hôpital. Oui, si votre maman me le permet. Oui, je suis votre père. Les mots s'étaient accrochés à eux comme de la colle, rejouant encore et encore. Malik faisait les 100 pas, les poings serrés. Maya fixait la photographie délavée sur ses genoux, traçant le visage souriant de sa mère avec des doigts tremblants. Mika restait silencieux, ses yeux dartant nerveusement vers la rue, comme s'il attendait que quelque chose arrive. Et puis, c'est arrivé. Une voiture s'arrêta, lente et prudente, juste devant leur maison. La portière s'ouvrit et une silhouette en sortit, faisant battre le cœur des trois enfants à l'unisson. C'était lui, Darius King, non plus en blouse d'hôpital, mais bougeant encore avec raideur, des bandages visibles sous le col de sa chemise. Il semblait plus mince, plus faible, mais ses yeux brûlaient de détermination alors qu'il se tenait au bord de la cour. « Les enfants, dit-il doucement, la voix rauque mais claire. Est-ce que votre maman est là? » La poitrine de Malik se serra. Il voulait crier, exiger des réponses, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La main de Maya vola à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. Mika remua, mal à l'aise, chuchotant. Elle est à l'intérieur. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant le coupa. Naomi sortit, tenant un panier de linge. Au moment où ses yeux se posèrent sur lui, le panier glissa de ses bras, les vêtements se déversant sur le porche. Son visage se vida de ses couleurs. « Toi, » souffla-t-elle, la voix mêlée de choc et de fureur. Darius fit un pas hésitant en avant. « Naomi. » « Ne prononce pas mon nom, » claqua-t-elle, la voix tremblante. « N'ose même pas. » Les triplés se figèrent sur les marches, les yeux écarquillés, pris entre les feux croisés d'une tempête qu'ils sentaient monter. « Je voulais juste te voir, » dit Darius calmement. « Pour expliquer, aussi. » Expliquer? Le rire de Naomi était amer, tranchant comme du verre. « Expliquer quoi, Darius? Comment tu m'as laissé avec 3 bébés et pas de mari? Comment tu as disparu quand j'avais le plus besoin de toi? Que pourrais-tu bien dire que je n'ai pas déjà entendu dans mes cauchemars? » Ces mots le frappèrent comme des coups, mais il ne broncha pas. « Je ne t'ai pas quitté, Naomi. Je ne serais jamais parti. J'ai été poussé dehors. Tu connais ton père. » « Non, » siffla-t-elle en s'avançant, les yeux flamboyants. « Ne mets pas ça sur le dos de mon papa. Tu as fait ton choix. » « Non. » Sa voix s'éleva, se brisant sous l'émotion. « Je t'ai écrit. J'ai appelé.
J'ai supplié. Il m'a fermé la porte. Il a détruit chaque lettre, chaque mot que j'ai essayé d'envoyer. Tu penses que je ne voulais pas être là? Tu penses que je ne rêvais pas de tenir ces bébés chaque nuit? Le souffle de Naomi se bloqua. Pendant une seconde, sa résolution se fissura, mais sa mâchoire se durcit à nouveau. Tu t'attends à ce que je croie ça après toutes ces années? Après le silence? Après la douleur? Ne reste pas sur mon porche à prétendre être une victime. Les triplés restèrent figés, leur tête tournant entre eux comme dans un match de tennis. Les mains de Maya serraient la photographie cachée sur ses genoux. Les poings de Malik tremblaient. La petite poitrine de Mika se soulevait et s'abaissait trop vite, la panique écrite sur tout son visage. La voix de Darius se brisa à nouveau, à vif et désespéré. Naomi, je t'aimais. Je t'aime ENC. Arrête. Hurla-t-elle, les larmes se libérant enfin. N'ose pas me dire ce mot. Tu n'as pas le droit de m'aimer après ce que tu as fait. Le silence tomba, lourd et suffocant. Les voisins avaient commencé à jeter un coup d'œil depuis leurs fenêtres, les chuchotements se propageant comme une traînée de poudre dans le quartier. Une mère et un père, enfermés dans une bataille, avec 3 petits-enfants pris dans la tempête. Naomi s'essuya le visage du revers de la main, sa voix tombant dans un murmure mortel. Dégage de mon porche, Darius. Ne reviens jamais. Mais Darius ne bougea pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respirations irrégulières, ses yeux verrouillés sur les siens. Je vais partir, dit-il finalement, la voix basse et certaine. Mais la vérité éclatera, Naomi. Tu ne peux pas la cacher pour toujours. Pas à eux. Pas à moi. Sur ce, il se tourna, boitant vers sa voiture. Les triplés regardèrent, stupéfaits, alors qu'il montait à l'intérieur et s'éloignait. Le bruit du moteur s'estompant au loin. Le silence qui suivit fut insupportable. Naomi se baissa, ramassant le linge renversé avec des mains tremblantes, ses larmes tombant sur le tissu. Les enfants voulaient parler, voulaient demander, mais les mots s'en mêlèrent dans leur gorge. Finalement, Malik chuchota. « Maman. » À l'intérieur, dit sèchement Naomi, sans les regarder. « Maintenant. » Ils obéirent, traînant les pieds dans la maison sans un autre mot. Mais alors que la porte se fermait derrière eux, le poids de ce dont ils avaient été témoins pesa lourdement. À l'étage dans leur chambre, les triplés se blottirent ensemble, leurs jeunes esprits s'emballant. Il dit la vérité, chuchota Maya, serrant la photographie fermement. Je l'ai vu dans ses yeux. Malik secoua la tête. Maman a dit qu'il est parti. Elle ne nous mentirait pas, n'est-ce pas? La voix de Mika tremblait. Et si? Et si les deux disaient la vérité? Et si quelqu'un d'autre mentait? Les 3 restèrent assis en silence, le cœur battant, alors que les sanglots étouffés de Naomi traversaient les murs de la petite maison. Dehors, la rue était vivante de chuchotements, les voisins commérant sur le retour de Darius King. À l'intérieur, les triplés restaient éveillés, pris entre 2 mondes, celui que leur mère avait construit et celui que leur père prétendait avoir été volé. Une chose était certaine, la tempête ne faisait que commencer. Dès le lundi matin, le quartier bourdonnait déjà comme une ruche. La nouvelle du retour de Darius King avait voyagé plus vite qu'un feu de forêt. Les chuchotements dérivaient des porches au coin de rue, des bancs d'église au salon de beauté. Naomi essayait de garder la tête basse, mais partout où elle se tournait, elle sentait des yeux la suivre. Des voix baissant d'un ton desquelles passaient. Les triplés le remarquèrent aussi. Au terrain de jeu, leurs camarades de classe ne les entouraient plus comme des héros. Au lieu de cela, ils chuchotaient derrière des mains en coupe, leurs yeux fuyants. Ce sont eux, dit un garçon, ceux avec le papa qui est revenu. Malik serra les poings, prêt à frapper, mais Maya le retint, les yeux de Mika remplis de larmes. Pour la première fois de leur vie, les triplés se sentaient comme des étrangers dans leur propre quartier. Cet après-midi-là, Naomi envoya Malik chez le barbier avec $10 et l'instruction de se faire couper les cheveux avant les photos de classe. Il s'assit dans le fauteuil en vinyle craquelé, essayant de rester immobile alors que la tondeuse bourdonnait. Mais la vraie piqûre n'était pas le rasoir contre son cuir chevelu, c'étaient les mots flottant à travers la pièce. Même homme, je connaissais cette fille à l'époque, traîna un homme, la voix lourde de jugement. Naomi a toujours eu un goût pour les ennuis. Ouais, renchérit un autre. Maintenant regarde, 3 gamins, pas de bague, et le papa qui revient après tout ce temps.
Elle a dû le faire fuir elle-même. Les barbiers gloussèrent en secouant la tête. Le sang de Malik bouillonna, ses petits poings agrippèrent les accoudoirs du fauteuil. C'est un mensonge, cria-t-il, sa voix tranchant la pièce comme un fouet. Les rires moururent instantanément, toutes les têtes se tournèrent. Le barbier se figea, la tondeuse bourdonnant en l'air. C'est de ma maman que vous parlez, continua Malik, la voix tremblante mais féroce. Elle n'est pas un ennui, elle nous a élevés toutes seules, et elle n'a pas besoin que vous disiez quoi que ce soit sur elle. Les hommes remuèrent, mal à l'aise. Certains marmonnèrent des excuses, d'autres eurent un sourire narquois, amusés par l'explosion du garçon. Le barbier posa une main ferme sur l'épaule de Malik. « Calme-toi, petit bonhomme, les gens vont parler, la meilleure chose que tu puisses faire est de ne pas écouter. » Mais la mâchoire de Malik était serrée, il restait rigide sur cette chaise, le son de la tondeuse noyé par le feu de l'humiliation et de la colère brûlant dans sa poitrine. Pendant ce temps, à travers la ville, Maya serrait la main de sa mère alors qu'elles entraient à l'église. Les bancs craquaient, la chorale fredonnait doucement et la voix du prédicateur s'élevait en louange. Mais les oreilles de Maya n'étaient pas sur le sermon, elles étaient réglées sur les chuchotements derrière elle. Naomi assise ici comme si de rien n'était, marmonna une femme. Même, mais tu as entendu, n'est-ce pas? Cet homme de son passé est de retour, et ses enfants? Seigneur aie pitié, on ne peut pas cacher la vérité pour toujours. L'estomac de Maya se tordit, elle voulait se retourner, crier, mais la peur d'embarrasser sa maman la garda figée. Elle jeta un coup d'œil à Naomi, qui se tenait le dos droit, la tête haute, les yeux fixés sur la chair. Mais Maya vit la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses mains se crispaient sur ses genoux. Maman les entendait aussi. Après le service, l'amie de Naomi, Rochelle, la tira à part, parlant à voix basse. Les gens parlent, Naomi, ils disent que tu as menti toutes ces années, tu dois prendre les devants avant que ça n'empire. Mais Naomi secoua la tête brusquement. Je ne dois la vérité à personne, ma vie ne les regarde pas. Cette nuit-là, les triplés se réunirent dans leur chambre. Malik faisait les 100 pas comme un lion en cage, racontant ce qu'il avait entendu chez le barbier. Maya répéta les chuchotements de l'église. Mika restait assis silencieusement, son petit corps tremblant. Tout le monde parle de nous, fuma Malik, de maman, de lui. Et maman fait juste semblant que rien ne va mal, dit doucement Maya, mais tout le quartier sait. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la voix de Naomi retentit depuis le couloir. De quoi chuchotez-vous là-dedans? Elle entra dans la chambre, les yeux perçants, le corps tendu. Maya déglutit difficilement, Malik croisa les bras avec défi. Mika baissa les yeux vers le sol. Vous avez écouté les gens, n'est-ce pas? Exigea Naomi. À l'école, à l'église, vous pensez que je ne sais pas? Silence. La poitrine de Naomi se soulevait et s'abaissait alors qu'elle essayait de contrôler sa fureur. Laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite. Je me fiche de ce que les gens disent dehors, je me fiche des histoires qu'ils répandent. C'est ma maison, et dans cette maison, on ne nourrit pas les commérages, vous m'entendez? Oui, madame, murmurèrent-ils, bien que leurs voix fussent petites. Elle s'approcha, les yeux brillants de larmes non versées. Je vous ai élevés tous les trois avec rien d'autre que mes mains et ma foi. J'ai tout fait pour vous protéger, et je ne laisserai pas les mensonges d'étrangers remplir vos têtes. Vous avez des questions, vous venez me voir, pas la rue, pas les voisins, pas un homme qui pense me connaître. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Elle se détourna rapidement, quittant la pièce avant qu'il ne puisse la voir craquer. Les triplés restèrent assis en silence, le poids de son ordre lourd dans l'air. Les poings de Malik se desserrèrent lentement. Maya enfouit la photographie plus profondément dans sa tête d'oreiller. Mika chuchota. Mais si les commérages étaient la vérité? Aucun des autres ne répondit, car au fond, ils commençaient à se demander la même chose. Cette nuit-là, alors que la maison devenait calme, Naomi se tenait seule dans la cuisine, regardant par la fenêtre la rue sombre. Quelque part dehors, Darius respirait le même air nocturne. Et la tension ne se limitait plus à l'intimité de son foyer. Elle débordait, s'infiltrant dans le tissu même de leur communauté. Et Naomi le savait, plus elle garderait la vérité pour elle, plus il serait difficile d'empêcher que tout ne vole en éclats. Le gymnase était plein à craquer, plus qu'il ne l'avait jamais été. Des chaises pliantes s'alignaient sur le terrain de basket, les gradins débordaient et un bourdonnement d'anticipation remplissait l'air tel un essaim d'abeilles.
Une bannière s'étirait à travers l'estrade, célébrant les héros locaux. Malik, Maya et Mika étaient assis au premier rang, leurs pieds se balançant nerveusement au-dessus du sol ciré. Ils n'avaient rien dit à Naomi au sujet de l'assemblée, l'école s'était occupée de tout. La directrice estimait que les enfants méritaient d'être honorés pour leur bravoure. Après tout, combien de fois des enfants de 7 ans sauvent-ils la vie d'un homme? Mais pour les triplés, ce titre de « héros » semblait lourd. Trop lourd. Maya se tordait les doigts. Malik gardait la tête haute, mais sa mâchoire était crispée. Mika s'agitait, jetant un coup d'œil vers les portes toutes les quelques secondes. Il avait une boule au ventre, ce genre de malaise qui empêche de respirer. Enfin, la directrice s'avança vers le podium, sa voix amplifiée par le microphone grésillant. Aujourd'hui, annonça-t-elle avec un sourire chaleureux, nous nous réunissons en tant que communauté pour célébrer le courage. Ces 3 élèves remarquables ont risqué leur vie pour sauver un inconnu piégé dans une voiture en feu. Grâce à leur bravoure, cet homme est en vie aujourd'hui. L'auditoire éclata en applaudissements. Les parents frappaient dans leurs mains, les enfants sifflaient et les enseignants essuyaient des larmes. Naomi était assise avec raideur au 3e rang, les mains crispées sur ses genoux. Elle avait failli refuser de venir lorsque l'école l'avait appelée, mais Rochelle avait insisté. « Tu ne peux pas te cacher éternellement, Naomi. Ces enfants méritent ce moment. » Maintenant, assise parmi des voisins dont elle pouvait presque sentir les chuchotements contre sa peau, Naomi regrettait d'être venue. Les applaudissements sonnaient creux. Les sourires semblaient faux. Chaque regard ressemblait à un poignard. Pourtant, lorsque les triplés furent appelés sur scène, elle se leva et applaudit avec les autres. Elle regarda ses enfants traverser fièrement le parquet, leur petite poitrine se soulevant au rythme d'une fierté nerveuse. Malik ouvrait la marche. Maya gardait la tête haute. Mika serrait la main de sa sœur. La directrice remit à chacun un certificat, sa voix résonnant d'éloges. Le vrai courage n'est pas une question de taille ou d'âge, dit-elle. C'est une question de cœur, et ces 3 héros nous ont montré que même les plus petits d'entre nous peuvent changer le monde. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Quelques personnes se levèrent même pour les acclamer. Pendant un bref instant, les triplés sourirent, rayonnant sous les projecteurs, savourant cette reconnaissance. Puis, les portes du gymnase s'ouvrirent et le bruit résonna sur le sol. Toutes les têtes se tournèrent, et il était là, Darius King. Il avançait d'un pas lent, s'appuyant sur une canne, son corps encore affaibli mais sa présence indéniable. Des murmures parcoururent instantanément la foule. L'estomac de Naomi se noua, son souffle se bloqua dans sa gorge. Il n'aurait pas dû être là. Il n'avait aucun droit de se montrer. Mais les yeux de Darius n'étaient pas sur la foule, ni sur les murmures, ils étaient rivés sur la scène. Sur les 3 enfants qui le fixaient en retour, leurs visages traversés par une tempête de confusion, d'espoir et de peur. Naomi bondit sur ses pieds, sa chaise claquant contre le sol. Non, siffla-t-elle, bien que le mot fût étouffé par le bruit de la foule. La directrice, inconsciente de la tension, sourit brillamment. Et il est tout à fait approprié, dit-elle, que nous saluions l'homme dont la vie a été sauvée. Veuillez accueillir Monsieur Darius King. Le gymnase explosa à nouveau, bien que cette fois, les applaudissements fussent inégaux, brisés par des murmures. Certains applaudissaient poliment, d'autres chuchotaient férocement. C'est lui? C'est pas l'ancien béguin de Naomi? C'est le père des enfants, n'est-ce pas? Seigneur, ça va mal tourner. Le visage de Naomi brûlait de honte. Rochelle, assise à côté d'elle, lui serra le bras. Reste calme, chuchota-t-elle, mais le corps de Naomi tremblait de fureur. Darius atteignit la scène, sa canne tapant contre le sol. Il se tint à côté des enfants, sa présence imposante malgré sa fragilité. Il regarda Malik, Maya et Mika, les yeux brillants de fierté. Puis il se tourna vers le micro. « Je dois la vie à ces 3-là, commença-t-il, sa voix basse mais ferme. Ils ne m'ont pas seulement sauvé de cet accident, ils m'ont empêché d'abandonner. Ils m'ont rappelé ce qui vaut la peine de vivre. » La foule murmura plus fort. Naomi pouvait entendre les chuchotements. « Est-ce qu'il dit ce que je pense qu'il dit? Ces enfants lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. » Naomi a menti tout ce temps. La poitrine de Naomi se soulevait, sa vision se brouillait de larmes. Darius se tourna, ses yeux balayant l'auditoire jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Pendant un instant, le bruit s'estompa, les lumières s'atténuèrent,
et il n'y eut plus que deux. Deux âmes liées par un passé auquel aucune ne pouvait échapper. Naomi, dit-il soudainement dans le micro. La foule haleta, toutes les têtes pivotèrent vers elle. Les triplés se figèrent, la bouche bée. Naomi restait clouée au sol, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La voix de Darius se brisa, mais il continua. J'ai fait des erreurs, mais te quitter, abandonner ses enfants, ce n'a jamais été mon choix. Je t'aimais, et je t'aime encore. Le chaos éclata dans le gymnase. Certains applaudirent, d'autres marmonnèrent des jugements. Le bruit était assourdissant. Les triplés regardaient leur mère, puis leur père, le visage blême. La main de Maya glissa dans celle de Malik, les yeux de Mika se remplirent de larmes. Naomi ne put le supporter. Elle se fraya un chemin à travers la foule, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. Arrête. Arrête ça tout de suite. Le gymnase tomba dans le silence. La poitrine de Naomi se soulevait au rythme de sa respiration saccadée alors qu'elle se tenait au centre du parquet, ses enfants la regardant, sa communauté l'entourant, et Darius la fixant avec une dévotion inébranlable. Tu n'as pas le droit de te tenir là et de réécrire l'histoire, cracha-t-elle, la voix tremblante. Tu n'as pas le droit de débarquer après 7 ans et de m'humilier devant mes enfants, mes voisins, et mon Dieu. Darius s'avança, sa canne claquant au sol. Naomi, écoute-moi. Non. Elle le coupa, ses larmes coulant à flots. Tu m'as laissé. Tu nous as laissés, et j'ai dû élever ces enfants seuls. Sais-tu ce que ça m'a fait? À eux. Les triplés la fixaient, leur cœur se brisant à chaque mot. Je ne suis pas parti, dit Darius, la voix brisée. On m'a poussé dehors, ton père. Mon père est mort, hurla Naomi, sa voix résonnant contre les murs du gymnase. Et toi? Tu es mort pour moi aussi. Des hoquets de surprise parcoururent la foule. Les triplés tressaillirent. Le visage de Darius se décomposa, son corps tremblant de douleur. Le silence qui suivit fut suffocant. Finalement, la directrice s'éclaircit la gorge, la voix mal assurée. Merci, Monsieur King. Merci, Naomi. Continuons. Continuons le programme. Mais le moment était gâché. Les murmures avaient déjà pris racine. Le secret de Naomi, sa honte, sa rage, tout avait été mis à nu devant tout le monde. À la fin de l'assemblée, Naomi saisit les mains de ses enfants, les traînant vers la sortie. Mais juste avant qu'ils n'atteignent la porte, la voix de Darius retentit, brute et désespérée. La vérité finira par éclater, Naomi. Tu ne peux pas la cacher pour toujours. Le gymnase se tut une fois de plus. Naomi se figea, le dos raide. Les triplés la regardaient, leur petit visage pâle, les yeux remplis de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Elle sortit sans un mot de plus, ses enfants à sa suite, laissant derrière elle une tempête qu'elle savait ne pas pouvoir fuir. Le lendemain matin, l'air semblait lourd, chargé de chuchotements qui ne voulaient pas mourir. Les triplés marchaient vers l'école la tête basse, le bruit de leurs baskets raclant le trottoir étant le seul rythme brisant leur silence. Aucun d'eux ne parlait, aucun d'eux n'en avait besoin. Ils savaient tout ce qui les attendait. Lorsqu'ils atteignirent la cour de récréation, leurs peurs se réalisèrent. « Regardez, c'est eux !» cria un garçon en pointant du doigt à travers la cour. Les enfants se créent. Une vague de rire suivit. Les enfants se regroupèrent, chuchotant derrière leurs mains. Certains les traitaient de héros, d'autres de bâtards. « Votre papa est revenu d'entre les morts » gloussa méchamment une fille. Un autre garçon eut un sourire narquois. « C'est pas ton papa, c'est juste un type qui voulait pas de vous. » Les mots frappaient fort, plus tranchants que des poings. Malik serra la mâchoire, ses mains se refermant en poing. Mais Maya attrapa sa manche. « Non, chuchota-t-elle, pas encore. » Mais les railleries ne s'arrêtèrent pas, et, Malik. Deshaun, la brute d'autrefois, s'avança avec sa bande. « Ça fait quoi de savoir que ta maman mentait depuis toutes ces années? Je parie qu'elle a des secrets empilés plus haut que le clocher de l'église. » Malik craqua. Il bondit, poussant Deshaun si fort que le garçon trébucha en arrière. Des cris éclatèrent, les enseignants se précipitèrent, mais pas avant que Malik ne décoche un coup, son poing rencontrant le menton de Deshaun. Le chaos explosa. « C'est fini », tonna la directrice plus tard,
en claquant sa main sur son bureau alors que Malik était assis dans son bureau pour la deuxième fois en quelques semaines. Malik Johnson, tu es suspendu pour 3 jours. Le visage de Malik brûlait, mais ses yeux ne montraient aucun regret. Je devais défendre ma maman, marmonna-t-il. Pendant ce temps, Maya était assise dans sa classe, les mains tremblantes autour de son crayon. L'institutrice l'interrogea, mais sa gorge se noua, aucun son ne sortit. Des ricanements s'élevèrent du fond de la salle. Elle pleure, chuchota un garçon, et c'est ce qu'elle fit. Des larmes silencieuses ruisselèrent sur son visage, s'écrasant contre son cahier. À la fin de la journée, tout le monde savait que les triplés n'étaient pas seulement des héros, mais des enfants brisés, piégés dans les mensonges des adultes. Mika ne s'en sortit pas mieux, son petit corps se replia sur lui-même, sa voix à peine un murmure toute la journée. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, le silence était pire que le bruit. Le bulletin de suspension de Malik était froissé dans sa main. Les yeux de Maya étaient rouges. Mika traînait les pieds à côté d'eux. Naomi attendait sous le porche. Elle vit leurs visages, leurs épaules voûtées, et son cœur se serra. Mais lorsque Malik lui tendit le papier, sa propre honte engloutit la douleur. « Tu t'es encore battu, aboya-t-elle. Suspendu encore. Je devais le faire, maman, éclata Malik, les yeux flamboyants. Il parlait de toi, de nous. Je me fiche de ce qu'ils disent, cria Naomi, la voix brisée. Tu m'entends? Je m'en fiche. Tu ne lèves pas la main, Malik. Pas pour eux, pas pour moi. Elle se détourna, la poitrine haletante, et claqua la porte. Rochelle lui prit fermement les mains. Tu n'es pas de la crasse. Tu es une femme qui a fait des choix. Mais tu ne peux pas continuer à fuir le passé. C'est ça qui te tue. Naomi secoua la tête violemment. Non, le passé est mort. Darius est mort pour moi. Si je le laisse entrer, si je dis la vérité, je perds tout ce que j'ai construit. Mes enfants, ils ne me pardonneront jamais. Ils te pardonneront plus vite qu'ils ne pardonneront un mensonge, dit doucement Rochelle. À l'étage, les triplés écoutaient depuis le couloir. Elle a dit que Darius était mort pour elle, chuchota Maya. Mais elle n'a pas dit qu'il était parti. Les sourcils de Malik se froncèrent. Elle a dit que si elle disait la vérité, elle perdrait tout. Ça veut dire que la vérité est quelque part dans cette maison. Le lendemain, alors que Naomi était partie travailler, les 3 enfants se glissèrent dans la chambre de leur mère comme des ombres. C'était Malik qui trouva la boîte sous le lit. Poussiéreuse, scellée avec du ruban adhésif, poussée si loin au fond qu'elle était presque invisible. Ils déchirèrent le ruban adhésif. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier, des enveloppes jaunies. Malik sortit une liasse de lettres. « Regarde » chuchota Théil. Maya déchira délicatement une enveloppe. « Naomi, je t'en prie, il faut que tu me croies. Je n'ai jamais voulu partir. J'ai supplié ton père de me laisser t'expliquer. Je t'aime. J'aime notre bébé. » Les yeux de Maya se brouillèrent de larmes. Mika en sortit une autre, une que Naomi n'avait même pas ouverte. « J'ai essayé d'appeler encore aujourd'hui. Pas de réponse. Je commence à penser qu'il te cache tout. Tu sais que je ne partirai pas, pas loin de toi, pas loin de notre enfant. » Les triplés restèrent figés, le poids des mots s'abattant sur eux. « Il n'est pas parti » chuchota Malik, les poings serrés. « Il a essayé, et elle ne nous l'a jamais dit. » Le bruit de la porte d'entrée les fit sursauter. « Les enfants, je suis rentré plus tôt. » Naomi entra dans la chambre et son visage devint livide. « Qu'est-ce que vous faites ici? »« Maman, c'est quoi ça ?» demanda Maya en levant une lettre, la voix tremblante. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Naomi arracha les lettres des mains de Maya et les fourra dans la boîte. « Vous n'aviez aucun droit. »« Mais maman » cria Malik, la voix à vif. « Il a essayé, il t'a écrit, il ne nous a pas quittés. » Naomi s'effondra sur le bord du lit, ses épaules s'affaissant. Pour la première fois, elle semblait petite, fragile. Parce que c'était plus facile, admit-elle, la voix basse. Plus facile de le détester que de se demander, plus facile de dire qu'il est parti que de vous dire que je ne savais pas. Je voulais vous protéger. Tu ne nous protégeais pas, éclata Malik. Tu te protégeais toi-même. Mika chuchota, est-ce que tu l'aimes encore? Naomi baissa les yeux sur les lettres. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Pas un seul jour.
La nuit qui suivit la confession de Naomi laissa une marque indélébile. Le lendemain après-midi, pendant que Naomi travaillait, les triplés mirent leur plan à exécution. Ils se rendirent au petit appartement au-dessus de l'épicerie du coin où Darius logeait. Darius ouvrit la porte, pâle, mais vivant. « Vous, souffla-t-il. On doit parler, dit Malik avec audace. Ils s'assirent dans le petit salon. Maman nous a raconté sa version, commença Maya. Mais on a trouvé tes lettres. Alors dis-nous la vérité. Darius prit une profonde inspiration. La nuit où tout a changé. J'aimais votre mère. Mais son père me haïssait. La nuit où elle lui a parlé de la grossesse, il m'a convoqué. Il a pointé une arme sur moi. Les enfants altèrent. Il a dit que si je ne partais pas ce soir-là, il me tuerait, et qu'il vous ferait du mal à vous et à Naomi. J'ai cru que je la protégeais en partant. J'ai écrit, j'ai appelé. Mais je pensais qu'elle ne voulait plus de moi. Il pleurait maintenant. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Alors, chuchota Mika, qui dit la vérité? Parfois, la vérité n'est pas propre, répondit Darius. Parfois, ce sont des morceaux. Les siens, les miens. Je ne veux pas vous enlever à votre maman, mais je ne disparaîtrai plus jamais. Soudain, la porte s'ouvrit. Naomi se tenait là, tremblante de fureur et de chagrin. Tu me les as pris, chuchota-t-elle. Tu n'avais aucun droit. Naomi, ne t'en prends pas à eux, dit Darius en se levant péniblement. Ils voulaient juste la vérité. Quelle vérité, cracha-t-elle. Celle où tu m'as abandonné? Je ne suis pas parti, tonna Darius, déchirant le col de sa chemise pour révéler une cicatrice pâle sur son épaule. Ton père a fait ça. Ton père a pointé une arme sur ma poitrine. Tu penses que je suis parti? On m'a chassé. Naomi vacilla, le sol semblant se dérober sous ses pieds. Tu mens. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne me crois pas. Naomi éclata en sanglots, couvrant son visage. Je ne sais plus quoi croire. J'étais si en colère. J'ai déchiré les lettres sans les lire. Je pensais te protéger. Le silence envahit la pièce, lourd de secrets dévoilés. Mais la tempête était loin d'être terminée. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, la sonnette retentit. Naomi sursauta sur le canapé. 5h17 du matin. Elle entr'ouvrit la porte. Personne. Juste une enveloppe Kraft et un téléphone jetable scotché avec du ruban adhésif gris. Le téléphone vibra. Ne crie pas, la voix était douce, âgée, froide. Elle se glissa sous sa peau comme de la glace. Papa. Je t'avais dit, murmura la voix, que si tu laissais ce garçon approcher de mes petits-enfants, je finirais ce que j'ai commencé. Tu es mort, chuchota Naomi. Tu es mort depuis 7 ans. Il gloussa doucement. Les papiers disent beaucoup de choses, ma fille. Les papiers, c'est facile. La ligne se coupa. Les mains tremblantes, Naomi déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une photocopie du certificat de décès d'Ezekiel Wallace, et 3 photos de surveillance datées de la semaine dernière. Sur chacune, son père, bien vivant, sortant d'une berline noire. Même cicatrice sur la tempe. Même mâchoire carrée. Naomi rentra en titubant, verrouillant la porte à double tour. Mettez vos chaussures, dit-elle aux enfants réveillés. Maintenant. On part. Où ça? Demanda Malik. Vers la vérité. Elle tressaillit lorsqu'un autre coup frappa à la porte. Cette fois, c'était une femme en tailleur avec une tablette. Madame Wallace? Je suis Teresa Bryant, des services de protection de l'enfance, ASE. Nous avons reçu une plainte anonyme. Inquiétude concernant la surveillance, l'exposition au conflit, une possible négligence. Le sang de Naomi se glaça. Anonyme. 1 heure plus tard, après que les placards eurent été ouverts et les lits comptés, Madame Bryant laissa une carte. Nous reviendrons dans les 72 heures. Naomi resta seule dans la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Il était vivant. Il observait. Et maintenant, il venait pour ses enfants, comme il était venu pour sa vie. Le loquet de la porte arrière cliqueta. Tante Rochelle entra, ses clés tintant, déchiffrant l'expression de Naomi avant même qu'un mot ne fût prononcé. Qu'est-ce qui s'est passé? Naomi lui tendit l'enveloppe.
La mâchoire de Rochelle se crispa alors qu'elle feuilletait les photos. Il a simulé sa mort, murmura-t-elle. Que le Seigneur nous vienne en aide. On frappa de nouveau. Naomi faillit hurler, jusqu'à ce qu'une voix de l'autre côté chuchote, « C'est moi ». Darius se tenait sur le seuil, pâle, un peu essoufflé par l'escalier, sa canne à la main. Il jeta un seul coup d'œil à la table, aux photos, à la carte, et son regard se durcit. Il est vivant. Il m'a appelé, dit Naomi d'une voix tremblante. Ce matin. Darius ferma la porte à clé, puis se tourna vers Rochelle. Il nous faut un plan. Maintenant. Premier plan, dit Rochelle en tapotant le téléphone jetable. Cesse de le laisser choisir le champ de bataille. Naomi déglutit. Darius, il a envoyé les services sociaux. Il va me faire passer pour une mère indigne. Il va me les prendre. Il ne le fera pas, dit Darius d'une voix sourde. Pas tant que je respire. Les enfants restaient figés dans l'encadrement de la porte, écoutant, les yeux écarquillés et silencieux. Naomi remarqua comment il tressaillait désormais au moindre éclat de voix. Elle toucha la manche de Darius. Plus de cris. Pas aujourd'hui. Maya s'avança, serrant contre elle la vieille photographie qu'elle ne quittait plus. Maman, dit-elle prudemment, on devrait le dire à la police. Si grand-père a fait semblant d'être mort. Le téléphone de Darius vibra. Un SMS d'un numéro inconnu, nous aurions dû te laisser dans cette voiture. Reste loin de ma fille. La pièce se figea. Rochelle attrapa son sac à main. Je connais un inspecteur à l'église. Il me doit 2 services et un gratin. On y va. Ils étaient à mi-chemin de la porte lorsqu'une infirmière de l'hôpital, essoufflée, apparut sous le porche. C'était l'infirmière Elisa Grant, les yeux rouges, les cheveux dissimulés sous un foulard. Elle serrait un papier plié comme s'il risquait de la mordre. Je ne devrais pas être là, chuchota-t-elle en regardant par-dessus son épaule. Quelqu'un m'a payé la semaine dernière pour appeler un numéro dès que Monsieur King se réveillerait. Il a dit que c'était la famille, m'a donné du liquide. J'ai accepté, mais je ne le sentais pas. Puis j'ai vu les infos sur l'Assemblée, et hier soir, un homme est venu à mon immeuble. Ce même homme sur ses photos. Elle pointa le visage d'Ézéchiel d'un doigt tremblant. Il a dit que si je parlais à qui que ce soit, je perdrais mon travail. Darius s'approcha. Que voulait-il? Des mises à jour. Votre numéro de chambre. Savoir quand les enfants vous rendaient visite. Elle déglutit. Et j'ai sorti quelque chose de votre dossier médical, quelque chose que personne n'avait regardé à cause des scanners de traumatologie. Elle déplia la feuille. Votre conduite de frein n'a pas lâché. Les boulons de l'étrier ont été desserrés. Le mécanicien a trouvé des marques d'outils. Cet accident n'en était pas un. Les genoux de Naomi vacillèrent. L'enveloppe, l'appel, les services sociaux, et maintenant ça. Ézéchiel essayait d'éliminer le problème qu'il ne pouvait pas contrôler. Darius serra la mâchoire. Fini de se cacher. Il regarda Naomi. Tu as dit hier soir que la vérité pourrait te détruire. Peut-être, mais les mensonges sont déjà en train de le faire. Elle regarda ses enfants, le feu dans les yeux de Malik, la peur de Maya, l'espoir tremblant de Mika. Quelque chose en elle s'aligna. Elle hocha la tête une fois. On dit tout. À la police, à Madame Bryant, aux enfants. Aujourd'hui. Bien, dit Rochelle, parce que j'ai déjà envoyé un SMS à l'inspecteur Harmon. Il est à 2 pâtés de maison. Au poste, ils firent leur déposition, l'appel téléphonique, les photos, le rapport sur les freins, les années de lettres. Harmon écoutait comme un homme qui tresserait les fils d'un nœud coulant. Wallace a des amis, prévint-il calmement. Il en avait avant de mourir, et certains portent des costumes. Mais une fausse mort et une tentative d'homicide changent la donne. J'ouvre un dossier. Gardez ces enfants collés à vous. En sortant, un agent en uniforme s'approcha avec une enveloppe scellée. Urgence labo, dit-il. Test de paternité. Le tribunal des affaires familiales l'a fait accélérer à cause de la pétition anonyme. Il jeta un coup d'œil au triplet et s'adoucit. Bonne chance. Le souffle de Naomi se coupa. La main de Darius flotta près de la sienne, sans la toucher. Rochelle prit l'enveloppe. Vous voulez que je le fasse? Naomi acquiesça, les yeux rivés sur ses enfants.
Rochelle brisa le seau et sortit le papier. Elle lut une fois, cligna des yeux, et relut. Quoi? Exigea Malik. Rochelle leva les yeux, la voix ferme. Darius King est le père biologique de Malik, Maya et Mika. Le souffle quitta la pièce. Les mains de Maya volèrent à sa bouche. Mika sanglota et rit en même temps. Le menton de Malik se leva haut, tel un lion qui connaît enfin son sang. Les épaules de Darius tremblèrent, il se couvrit le visage des deux mains, essaya de ne pas pleurer, et échoua. Naomi tendit la main vers lui avant de pouvoir s'en empêcher. Il ne bougea pas, il ne respira pas, il laissa simplement la vérité le laver entièrement. L'inspecteur Harmon s'éclaircit la voix. Ce test vous donne des droits. Si Wallace tente de demander la garde, ce ne sera pas un simple enlèvement. Mais attendez-vous à du bruit. Les hommes comme lui ne partent pas en silence. Ils sortirent dans le soleil de l'après-midi, se sentant à la fois plus légers et plus en danger. À la maison, Naomi scotcha le résultat de paternité à côté des photos d'école des enfants sur le frigo, comme un bouclier accroché au mur. On le dira nous-mêmes à Madame Bryant, dit-elle. On prend les devants. Au crépuscule, le salon rayonnait de la lumière des lampes et de l'épuisement. Les triplés s'entassaient sur le canapé, usés mais nerveux. Darius s'assit sur le bord de la table basse, face à eux, sa canne plantée comme le mât d'une tente soutenant la journée. « Je vous ai promis toute l'histoire, dit-il doucement. Votre maman aussi. Nous allons la raconter ensemble. » Naomi hocha la tête, les mains jointes sur ses genoux. « Votre grand-père n'est pas l'homme que je croyais. Il nous a fait du mal. Il essaie encore. Mais il ne gagnera pas. Pas cette fois. » Ils commencèrent par le début, deux versions tressées en une seule, les rires et les rendez-vous à la bibliothèque, la grossesse, l'arme, les lettres, la boîte aux lettres vides, l'orgueil qui s'était durci en silence des deux côtés. Les enfants ne bougeaient pas, clignant à peine des yeux. À mi-chemin, une voiture s'arrêta dehors, moteur tournant au ralenti. Une silhouette s'attarda de l'autre côté de la rue, dessinée dans l'or du lampadaire. Darius se leva, scrutant à travers le rideau. La berline avança, lente, délibérée, aux vitres sombres comme un cercueil clos. Naomi sentit la vieille terreur lui saisir la gorge et la laissa passer. Elle se tourna vers ses enfants. On dit la vérité. On se choisit les uns les autres. Elle regarda Darius. Demain, on va au tribunal pour une ordonnance de protection. On appelle Madame Bryant. On lui montre tout. La berline disparut au coin de la rue. La maison expira. Plus tard, quand les triplés s'endormirent enfin, Naomi se tint près de l'évier avec Darius, rinçant des tasses dans un silence qui semblait presque courageux. « J'ai peur, dit-elle. »« Moi aussi, répondit-il. »« Ne pars pas, chuchota T.L. avant de pouvoir avaler ses mots. »« Je ne partirai pas, dit-il, et il le pensait. » Il tendit la main pour éteindre la lampe. Au moment où la pièce plongea dans l'obscurité, le téléphone jetable sur la table s'illumina en bleu et se mit à sonner. Il sonna et sonna jusqu'à ce que Naomi réponde. « Je te l'avais dit, dit la voix, de la soie sur de l'acier. Tu continues de choisir ce garçon, et je te prendrai ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu veux? » chuchota Naomi. Il rit doucement. « Ce que j'ai toujours voulu. Le contrôle. » La ligne se coupa net. Naomi reposa le téléphone comme on remet un serpent dans sa boîte. Elle se tourna vers Darius. Sa peur s'était consumée pour ne laisser que des braises ardentes. « Demain, dit-elle, on arrête de fuir. » Aucun d'eux ne vit la petite lumière rouge clignoter sous la rambarde du porche avant. Une caméra. Qui regardait, qui enregistrait? De l'autre côté de la rue, Ézéchiel Wallace, bien vivant, tapota un écran et sourit dans le noir. Demain, murmura-t-il, donnons-leur un spectacle. Les marches du tribunal bouillonnaient de murmures et de chaleur matinale. Les camionnettes des chaînes d'infos tournaient au ralenti près du trottoir. Quelqu'un les avait prévenus. Le titre s'écrivait de lui-même, un grand-père local revient d'entre les morts. Une famille demande protection. Naomi resserra sa prise sur la main de Mika, tandis que Malik scrutait la foule comme une sentinelle et que Maya pressait les résultats de paternité dans une pochette plastique contre sa poitrine. Rochelle les flanquait tel un général au rouge à lèvres éclatant. Darius montait les marches avec précaution. Chaque pas mesuré, la mâchoire serrée. L'inspecteur Harmon les retrouva à mi-chemin, costume froissé,
visage alerte. 2 adjoints à l'intérieur, dit-il doucement. Restez groupés. Ils avaient presque atteint les portes lorsque la berline noire glissa vers le trottoir, avec l'assurance lente d'un roi arrivant en retard à son propre couronnement. Un homme grand en sortit, costume assez tranchant pour couper, sourire mince, yeux amusés. Ézéchiel Wallace ressemblait à un fantôme qui aurait appris à parler. La foule octa, les appareils photo cliquetèrent comme du maïs qui éclate. Il leva les mains dans une bénédiction moqueuse. « Ma petite fille, dit-il, la voix amplifiée par la seule attention qu'on lui portait. Je savais que tu nous traînerais sur scène au lieu de régler les affaires de famille à la maison. » Naomi ne bougea pas. « Tu n'es pas de la famille, dit-elle. »« Plus maintenant ?» Il rit. « Les papiers disent le contraire. » Il souleva un dossier en cuir et en sortit des documents anciens, la tutelle notariée qu'il avait extorquée à une Naomi terrifiée de 21 ans, quand les triplés étaient encore des prématurés en couveuse. « J'ai gardé tes secrets longtemps, ma fille. Maintenant, je vais garder tes enfants à l'abri de cet homme. » Darius s'avança, le feu dans les yeux. La main d'Harmon pressa son épaule vers le bas. « Laissez les avocats gérer ça, » murmura l'inspecteur. « Les avocats » taquina Ézéchiel. « Vous pensez que je suis venu désarmé ?» Il fit un signe de tête à un avocat aux cheveux argentés à son coude. « Vous voyez, pendant que vous répétiez vos petites retrouvailles, j'ai déposé une motion d'urgence. Environnement inadapté. Violence à l'école. Trouble à l'ordre public lors d'une assemblée. Très désordonné. Et quant à Monsieur King ?» Il sourit. « J'ai invité un vieil ami du centre-ville à examiner votre passé de plus près. » Un second homme se détacha de la foule, un inspecteur dans une nuance de bleu différente, un signe scintillant comme une pièce jetée dans un puits. Il leva un papier pour Harmon. « Mandat d'arrêt, dit-il doucement. Ancienne plainte pour agression, non ouverte, maintenant réactivée par un nouveau témoin. » Le nom indique des King. Le monde bascula. Naomi sentit les marches tanguer sous ses pieds. Le visage de Darius se figea, la rage et l'incrédulité le fissurant. « C'est monté de toutes pièces, dit-il, la voix rendue stable par la force. Je n'ai jamais. » Le sourire d'Ézéchiel s'élargit. Les archives de la ville sont une chose magnifique quand on sait où creuser. Harmon scanna le mandat. Sa mâchoire travailla. « Nous contesterons cela, dit-il. » Il fixa Darius. « Ne courez pas. La fuite donne l'air coupable aux hommes. »« Papa, dit Naomi, chaque syllabe comme un clou. Tu as simulé ta mort. Tu as pointé une arme sur le père de mes enfants. Tu as essayé de le tuer la semaine dernière. Nous avons des preuves. » Des preuves ? Ézéchiel leva les mains vers les caméras. Ou des histoires racontées par une femme qui a toujours aimé les mauvais hommes. Rochelle aboya un rire qui n'avait rien de drôle. On a plus que des histoires, Ézéchiel. Elle sortit brusquement une clé USB de son sac et l'agita comme un drapeau. Dépôt de paix du personnel hospitalier provenant d'une société écran que tu possèdes. Vidéo du garage montrant ton chauffeur sous le SUV de Darius la veille de l'accident. Poussière de frein sur ses manchettes. Bénédiction est reçue. Le sourire de l'avocat aux cheveux argentés vacilla pour la première fois. Un murmure enfla. Les journalistes se penchèrent en avant. Harmon haussa un sourcil. « Si votre ami a des preuves, monsieur Wallace, je vous suggère d'informer les avocats en chambre au lieu de tendre une embuscade à votre famille sur ces marches. » Le regard d'Ézéchiel glissa vers les triplés. La façon dont Malik s'était instinctivement placé devant ses sœurs. La façon dont Maya tenait son papier comme un bouclier. La façon dont la lèvre de Mika tremblait, mais dont son menton restait levé. Pendant un bref instant, quelque chose comme de la surprise scintilla dans ses yeux. Puis ce fut parti. Il se tourna, la voix douce et intime. Destinée uniquement à Naomi, malgré la foule. « Une femme sans père est une maison sans toit, dit-il. Laisse-moi réparer ce que j'ai cassé et nous pouvons faire disparaître tout ça. » Non, dit Naomi. J'ai fini de vivre sous un toit qui laisse couler du poison. Ils entrèrent. La salle d'audience était petite et bondée. Les résultats de paternité glissèrent sur le banc du juge. La carte des services sociaux. La photo d'Ézéchiel vivant. Le rapport sur les freins. Les lettres. La clé USB de Rochelle. Le mémo d'Harmon.
Chaque page des 7 dernières années empilée en une tour de papier, plus haute que la vérité n'avait jamais eu le droit de grandir. L'avocat d'Ézéchiel tenta le charme, puis la dérision, puis le doute. Il questionna le jugement de Naomi, le tempérament de Darius, les motifs de Rochelle. Il fit objection aux vidéos non authentifiées, aux témoignages émotionnels, aux accusations infondées d'une amante éconduite et d'une amie bruyante. Naomi ne craqua pas. Chaque fois que la peur montait, elle visualisait le visage des triplés la nuit où ils avaient trouvé les lettres, et laissait cette image maintenir sa colonne vertébrale droite. Darius n'éleva jamais la voix. Il énonça les faits, comme des pierres posées soigneusement sur un chemin que quelqu'un pourrait suivre pour rentrer chez lui. Quand ce fut le tour de Rochelle, elle sourit comme un dimanche et témoigna comme un lundi matin. Les hommes comme Ézéchiel comptent sur la honte des femmes pour qu'elles ne nomment pas ce qui s'est passé, dit-elle au juge. Nous n'avons plus honte. Le juge suspendit la séance pour 20 minutes. La salle se vida dans le couloir, où les chuchotements coulaient comme de l'eau autour d'un rocher. Naomi emmena les triplés sur le banc sous la fenêtre, et tressa les cheveux de Maya avec des mains qui avaient enfin cessé de trembler. Darius se tenait avec Harmon et fixait le sol, pour que sa colère ne déchire pas un trou dans la moquette. Ézéchiel s'approcha, les yeux brillants de quelque chose entre l'amour et la menace. « Tu as toujours été dramatique, murmura-t-il à Naomi. Tu penses qu'un morceau de papier peut empêcher les loups d'entrer? Non, dit Naomi sans le regarder. Mais ça peut en mettre un en cage. L'huissier les rappela. Le juge lut depuis son banc d'une voix égale et sobre. Ordonnance de protection temporaire accordée. Monsieur Wallace n'aura aucun contact avec Mademoiselle Wallace, Monsieur King ou les enfants en attendant l'enquête. Le tribunal trouve des motifs suffisants pour renvoyer une enquête pour tentative d'homicide au procureur, et au service à l'enfance pour clore la plainte anonyme à moins que des preuves crédibles n'apparaissent. Le mandat d'arrêt dans l'affaire État contre King est suspendu en attendant un examen de cause probable. Naomi ferma les yeux. La main de Darius trouva le dossier du banc derrière les enfants. Elle ne les touchait pas, mais elle était là, un pont attendant la permission. Ézéchiel ne bougea pas. Seul le muscle de sa mâchoire palpita. Puis, lentement, il sourit de nouveau, comme si le juge n'avait fait que reporter un spectacle dont il prévoyait d'être la tête d'affiche plus tard. Dehors, le ciel s'était assombri en fin d'après-midi. Les journalistes arrosaient de questions comme des lances à incendie. Rochelle les parait avec un bras autour des épaules de Maya et un regard qui faisait flétrir les microphones. Harmon accompagna Darius jusqu'au trottoir et par là-bas. Restez hors des radars pendant 48 heures pendant qu'on s'occupe du chauffeur et de la société écran. Si Wallace est intelligent, il se taira. S'il est orgueilleux, il fera une erreur. Les hommes orgueilleux le font toujours. Ils atteignirent la voiture familiale. Naomi attacha Mika. Malik se glissa à l'intérieur, le visage de marbre. Maya lissa la pochette plastique sur le résultat de paternité comme un talisman. C'est alors que la deuxième voiture de police s'arrêta derrière eux, et une paire d'uniformes différentes en sortit, les yeux un peu trop brillants, les mains un peu trop prêtes. Monsieur King, appela l'un d'eux, décontracté comme un défi. Harmon s'avança. Ils n'ont pas juridiction sur ma scène. Le policier le plus grand leva un papier. Nouveau mandat, juge différent. Sa bouche tressauta sur le côté. Pas de suspension. Rochelle jura dans sa barbe. La vision de Naomi se rétrécit. Darius devint très calme. C'est une mise en scène, claqua Harmon. Peut-être, dit le policier, mais on suit les papiers. Naomi bougea avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Elle s'interposa entre Darius et les officiers, une main sur sa poitrine, l'autre sur la voiture. Sa voix tremblait mais ne se brisa pas, il ne s'enfuit pas. Il est venu au tribunal. Il a fait une déposition. Il a sauvé la vie d'un homme et il a sauvé la mienne. Vous l'emmenez. Vous l'emmenez en douceur, parce que mes enfants regardent. Le policier le plus petit jeta un coup d'œil par la fenêtre. 3 petits visages le fixaient, l'un furieux, l'autre en pleurs, le dernier priant sans un son. Quelque chose s'adoucit. Il hocha la tête. Les mains devant, dit-il doucement à Darius. Harmon se pencha, la voix dure comme du silex. Je vous fais sortir d'ici quelques heures. Darius déglutit. Il regarda les triplés, puis Naomi. Fais-moi confiance, dit-il. C'est la dernière ombre qu'il peut projeter. Ils le menottèrent devant. Les flashs crépitèrent.
Le policier le plus grand récita des mots qui ressemblaient à de la friture. Ézéchiel observait depuis l'autre côté de la rue. Sa cravate desserrée, le sourire revenu, tel un homme qui vient de voir une pièce d'échec glisser exactement là où il avait poussé le plateau. Alors que la porte de la voiture de police se fermait, Malik se rua vers elle. « Papa !» Le mot s'arracha de lui, brut et nouveau. La porte avala le son. Naomi rassembla les 3 enfants dans ses bras sur le trottoir, tandis que Rochelle se plantait entre eux et les caméras, comme un mur avec du rouge à lèvres. Harmon aboyait dans son téléphone, déjà en mouvement, déjà en train de tracer un chemin. De l'autre côté de la rue, Ézéchiel pressa le téléphone jetable contre son oreille et parla à quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. « Phase 2, dit-il doucement. Voyons voir combien de vérité ils veulent vraiment. » La voiture de police s'éloigna. Naomi se tenait dans les gaz d'échappement, tenant ses bébés, le papier de paternité se froissant sous le poing de Maya. Elle leva le menton et regarda droit vers Ézéchiel, l'homme qui lui avait jadis enseigné la peur comme une langue maternelle, et ne cligna pas des yeux. « Ça finit avec toi » articula-t-elle sans bruit. Il souleva un chapeau invisible et se glissa dans sa berline. Les sirènes s'estompèrent, la rue expira. Naomi embrassa la tête de chaque enfant, puis se redressa. « On va au poste, dit-elle à Harmon. On attend. On ne le laisse pas encore une fois. » Ils s'entassèrent dans la voiture de Rochelle. Alors que Rochelle démarrait, la petite lumière rouge de la caméra de bord cligna. Dans le rétroviseur, les marches du tribunal rétrécissaient, mais le combat devenait plus grand que n'importe quel bâtiment ne pouvait le contenir. La première saison se termina sur une image qui allait se graver dans les fils d'actualité de la ville à la tombée de la nuit, une femme noire entrant dans un commissariat avec ses 3 enfants, main dans la main, le menton haut, portant un dossier qui disait vérité de 100 manières tamponnées, et un murmure dans sa poitrine qui promettait la guerre. Derrière eux, sur un toit, un homme en costume observait avec des jumelles, et souriait comme un roi coiffé d'une couronne en papier. Il transpirait déjà dessous. C'est ici que s'achève l'histoire. Si j'ai réussi à égayer votre journée, écrivez en commentaire, Monsieur Hope, tu as refait ma journée.